L'été passé, le monde a pu voir avec effroi la cruauté de l'agression israélienne contre Gaza. Suite à vos prises de position, vous vous êtes trouvé vous-même au centre d'une tourmente politico-diplomatique. Vous racontez tout cela dans un ouvrage passionnant et fort instructif, titré « Le chemin de la Cour, les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale ». Vous montrez par quel mécanisme, dès le 4 août, l'autorité palestinienne s'est employée à bloquer la plainte déposée le 25 juillet auprès de la CPI. En clair, vous dénoncez la portée criminelle de cette manœuvre. On comprend, M. Oberlin, que la gravité de ce geste vous a beaucoup affecté. Nous aimerions savoir si votre écœurement devant ce que vous avez qualifié de haute trahison est à l'origine de votre ouvrage. En effet, dès le début de l'offensive israélienne, le 8 juillet, il est apparu que des crimes de guerre massifs allaient être commis par Israël, et ce sans que le Conseil de sécurité, sans que l'Union européenne, sans que l'autorité palestinienne même n'y trouve à redire. Il y a un véritable consensus occidental, politique, pour détruire l'islam politique, pour détruire le Hamas, et ce consensus d'ailleurs dure jusqu'aujourd'hui. Alors très vite est sortie l'idée, notamment dès le feu vert qui a été donné par François Hollande pour une opération terrestre, très vite est sortie l'idée de saisir la Cour pénale internationale. Ceci a été fait dans les règles. Le ministre de la Justice, Salim Al-Sakka, par l'intermédiaire du cabinet d'avocats Gilles Devers, a saisi la Cour pénale internationale, qui a donc reçu une plainte le 25 juillet. Or, très vite, Mahmoud Abbas a dépêché à La Haye son ministre des Affaires étrangères, et à ce moment-là, la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a posé la question la plainte que j'ai reçue le 25 juillet émane-t-elle de l'autorité palestinienne? Et la réponse a été non. Donc la plainte a été bloquée. Et donc il s'agit là d'un véritable crime. Cette plainte avait été déposée dans les règles, selon l'article 12.3 de la Cour du statut de Rome. Salim Al-Sakka est ministre de la Justice, il est juriste, c'est un avocat professionnellement, il était à Gaza, il habite Gaza, il était sous les bombes israéliennes, et donc la suite de ce blocage, on la connaît, c'est 1500 morts supplémentaires, et donc il m'a paru important que le récit de ce crime soit écrit. Vous consacrez un long chapitre à la Cour pénale internationale. Selon vous, elle n'était pas fondée à bloquer la plainte. Pouvez-vous en donner les grandes lignes pour nos auditeurs? En effet, il y a deux façons de saisir la Cour pénale internationale. La première façon est de la saisir en tant qu'État. Un État qui a adhéré au statut de Rome peut saisir la Cour pénale internationale, et ce n'est pas le cas de la Palestine. Mahmoud Abbas s'y refuse aujourd'hui, contre son propre camp d'ailleurs. Or, la Cour pénale internationale, dans son statut, est faite pour quoi? Elle est faite pour protéger les populations civiles des crimes de guerre et des crimes les plus graves. Elle a donc prévu que, en cas d'État défait, d'État incapable d'exercer sa souveraineté, ce qui est un petit peu le cas de la Palestine aujourd'hui, il faut bien en convenir, eh bien, dans ces cas-là, il est prévu qu'une autorité de l'État puisse saisir la Cour pénale internationale. Donc c'est ce qui a été fait, c'est l'article 12.3, c'est ce qui a été fait par Salim Al-Sakka. Alors, lorsque la plainte a été bloquée par la procureure de la Cour pénale internationale, cette procureure, Fatou Bensouda, elle a pris une décision politique, elle a pris une décision de ne pas prendre de risques politiques, elle a participé d'une certaine façon aux suites dramatiques de la guerre, et finalement, elle a pris une décision qui va à l'encontre de la finalité même de la Cour pénale internationale, qui est de protéger les populations civiles. En vous appuyant sur une analyse des statuts et des dysfonctionnements de la CPI, vous plaidez pour une réforme de cette institution. Mais au vu des rapports de forces internationaux, n'est-ce pas là une mission impossible? La Cour pénale internationale a ses qualités et ses défauts. Ces défauts, on les connaît. Le premier procureur Ocampo était catastrophique, aussi bien du point de vue des résultats que de l'éthique ou que même de la compétence professionnelle.
Les 10 premières années de travail de la Cour pénale internationale ont également été catastrophiques. Et cette Cour pénale internationale est accusée à juste titre d'être une cour raciste, puisqu'elle n'a jamais instruit au cours de ces 10 années que des procès contre des dirigeants africains, exclusivement des dirigeants africains. Ça, c'est le côté négatif. Le côté positif, le premier, c'est que cette cour a le mérite d'exister. Déjà, elle est là. C'est un outil potentiellement très puissant. Elle a plus de 700 employés, un budget annuel de 120 millions de dollars. Donc, il y a manifestement de quoi faire avec cet outil, à condition de s'en servir et à condition que les règles soient respectées. Car sans même réformer ces statuts, on peut discuter de réformer certains aspects du statut de Rome, mais sans même les réformer, on peut observer simplement que le statut de la Cour pénale internationale, ces règles ne sont pas respectées. Qu'est-ce qui fait la justice? Ce sont les juges. Les juges sont nommés par les États. Donc, imaginez en France que le président de la République nomme les juges, c'est un petit peu curieux, on peut discuter d'une réforme, mais les juges étant nommés par les États, ils devraient l'être selon les règles de la Cour pénale internationale. Et ces règles, ce sont des règles d'éthique et de compétence. Et on s'aperçoit en fait que certains juges de la Cour pénale internationale n'ont aucune expérience juridique, il y en a peu, c'est vrai, mais surtout, la plupart, la grande majorité, n'ont aucune expérience d'une cour pénale dans leur propre pays. Ils sont incompétents. En fait, ce sont des diplomates, ce sont des gens qui sont nommés par les États, ce sont des diplomates. Alors, sans même penser à une réforme ou envisager une réforme, qu'est-ce qu'on peut observer quand même? Eh bien, on voit qu'aujourd'hui, la Cour pénale internationale est un outil qui monte en puissance. 120 pays ont adhéré à la Cour pénale internationale. Les juges sont un petit peu, si on fait un parallèle, eh bien, sont un petit peu le pendant de l'Assemblée générale des Nations unies, puisque ces juges sont nommés par les États. Or, on s'aperçoit que l'Assemblée générale des Nations unies, aujourd'hui, concernant par exemple le conflit israélo-palestinien, eh bien, est indiscutablement du côté des Palestiniens. Alors vous allez me dire, elle est du côté des Palestiniens, mais ceci n'a pas d'importance parce que tout se décide au Conseil de sécurité et en finale avec le droit de veto américain. Alors ceci, c'est vrai, mais en ce qui concerne la Cour pénale internationale, il n'y a pas de Conseil de sécurité, il n'y a pas de droit de veto. Autrement dit, les juges étant nommés à proportion des États qu'ils représentent, eh bien petit à petit, la Cour pénale internationale se renforce et devient d'une certaine façon un contre-pouvoir face au Conseil de sécurité. Alors, 120 pays ont adhéré, c'est encore insuffisant, et surtout ce qu'on peut observer, c'est que les 2/3 des pays du monde arabo-musulman n'ont pas encore adhéré à la Cour pénale internationale. Les 2/3 des pays qui font partie de l'organisation de la conférence islamique n'ont pas encore adhéré. Alors vous allez me dire, ce n'est pas demain qu'ils vont adhérer. Eh bien si, peut-être ce sera demain, en ce sens que c'est l'organisation de la conférence islamique aujourd'hui qui fait partie des personnes qui poussent Mahmoud Abbas à adhérer lui-même à la Cour pénale internationale. On voit donc qu'il y a l'espoir ici de voir naître un contre-pouvoir au Conseil de sécurité et à ses 5 membres permanents à leur volonté impérialiste. Vous répondez également dans votre ouvrage à ceux qui, comme la FPS, ont vivement contesté votre accusation de haute trahison. Comment analysez-vous la position, l'action, les compromissions de ces associations traditionnelles pro-palestiniennes à l'aune de cet épisode? Oh, je crois que d'abord il faut faire une différence entre la base de ces associations et le sommet. Vous savez, dans les associations, plus elles grandissent, plus elles deviennent des enjeux de pouvoir. Et le sommet, si vous voulez, les dirigeants de cette association dont vous parlez, eh bien, ont commis bien des erreurs, en particulier celle de coller en permanence à l'autorité palestinienne. On voit aujourd'hui à quel point l'autorité palestinienne finalement sombre dans l'indignité, ne représente plus, elle est illégale et surtout elle prend des décisions qui vont à l'encontre de l'intérêt de la population palestinienne. Donc il est temps que le sommet des associations dont vous parlez eh bien, prenne un petit peu de recul, se détache d'un suivisme de l'autorité palestinienne pour prendre en compte les véritables intérêts de la population.
Vous mettez en cause divers articles de presse qui ont aussi contribué à semer la confusion en reprenant à leur compte les arguments juridiques fallacieux de l'autorité palestinienne, notamment un article publié par Le Point et un article publié par Le Monde. Comment expliquez-vous cette partialité des médias français? Alors, je ne sais pas si je peux l'expliquer, mais en tout cas, c'est un fait qu'il faut retenir. Dès qu'on parle de Cour pénale internationale, l'une des contre-offensives de la propagande israélienne est de dire, finalement, ceux qui prétendent nous amener devant la Cour pénale internationale, eh bien, ils risquent beaucoup plus que nous, parce qu'ils envoient des armes indiscriminées qui n'ont pas de possibilité de localisation sur l'objectif. Ceci, c'est un argument qui ne tient pas. Il ne tient même pas d'ailleurs juridiquement, car il est prévu, bien entendu, dans le droit international qu'une population assiégée, bombardée, soumise à une pression extrême, puisse utiliser toutes les armes qu'elle a en sa possession. Donc ça ne tient pas juridiquement. Mais Israël l'utilise, et pendant toute la guerre de cet été, les médias français ont relayé cette pseudo-crainte des responsables administratifs de Gaza eh bien, de se voir traîner devant la Cour pénale internationale. Et c'est faux, car cette plainte qui a été déposée le 25 juillet émane précisément de ces dirigeants. C'est le ministre de la Justice qui l'a déposé cette plainte, mais bien entendu avec l'accord de toute la population de Gaza, et en particulier de ceux qui résistaient à l'agression israélienne. Donc il est tout à fait choquant, malgré les déclarations réitérées de ces mêmes personnes, il est tout à fait choquant que des journaux français eh bien, reprennent à leur compte la propagande israélienne. Et il y a un deuxième élément qui a été tout à fait désastreux dans le journal que vous citez, eh bien, c'est que Le Monde a lancé une polémique sur le nombre de victimes civiles par rapport au nombre de victimes combattantes. Il n'y avait strictement aucune polémique. Les journalistes du Monde auraient pu se placer à l'entrée du principal hôpital de Gaza et compter les morts et les blessés, l'âge, le sexe. Et ils auraient vu eh bien, que tous ces morts et ces blessés étaient le reflet strict de la population civile de Gaza, et que l'immense majorité de ces personnes qui étaient amenées eh bien, n'étaient pas des combattants. Donc il est très choquant de voir un véritable dossier de plusieurs pages sortir 3 jours avant la fin des combats et enfonçant un peu plus les Gazaouis. Le 26 août, l'armée israélienne s'est retirée de Gaza après 50 jours de bombardement. À ce jour, la population de Gaza n'a obtenu ni la levée du blocus, ni sa liberté de mouvement. Le Hamas, toujours inscrit sur la liste des organisations terroristes, paraît plus que jamais isolé sur le plan régional et international. Pris en tenaille entre Israël, une Égypte hostile et le double jeu d'une autorité palestinienne qui semble laisser la situation pourrir dans l'espoir que la population de Gaza finisse par se révolter contre ses dirigeants, le Hamas est-il, selon vous, en mesure de gouverner? Alors la situation est dramatique, et c'est sans doute la plus dramatique finalement depuis le début de la deuxième intifada, en ce sens que tous les acteurs qui sont investis dans ce drame eh bien, sont en situation de ne pas pouvoir agir à tout point de vue. Du côté de Gaza, la situation est dramatique parce que ce qui faisait marcher l'économie de Gaza, et je vous rappelle que avant la prise du pouvoir par le maréchal Sissi, eh bien, l'économie de Gaza avait un taux de croissance de 11,5% chaque année. Tout ça se faisait grâce à l'Égypte, grâce au passage de l'Égypte. Le commerce qui se faisait à travers les tunnels permettait de lever des taxes qui correspondaient très exactement au salaire des fonctionnaires, donc l'autorité de Gaza pouvait payer les fonctionnaires. Et deuxièmement, l'économie privée fonctionnait à travers ce véritable poumon que constituait l'Égypte. Donc l'économie, depuis maintenant 18 mois, est totalement asphyxiée. En ce qui concerne l'autorité de Gaza, eh bien, les dirigeants sont partis, les ministres sont partis, conformément à l'accord du mois d'avril dernier. Ils sont rentrés chez eux, et donc ce sont les directeurs de cabinet qui gèrent les affaires courantes, mais il n'y a plus de ministre, le Hamas s'est retiré. Alors lorsque vous dites que le Hamas s'est considérablement affaibli, c'est vrai physiquement, c'est vrai par les armes,
Mais il ne faut pas oublier que le Hamas est un parti politique aujourd'hui, qu'il a été élu par les Palestiniens, et les quelques études qui ont été faites eh bien, montrent qu'à la suite de l'agression terrible qui a eu lieu cet été, si des élections libres avaient lieu aujourd'hui, aussi bien en Cisjordanie qu'à Gaza, eh bien, le Hamas sortirait vainqueur. Il a en gros gagné 20 points de sympathie parmi les électeurs, et notamment parmi les électeurs qui ne sont pas des électeurs traditionnels du Hamas. Donc l'autorité palestinienne, qui je vous rappelle aujourd'hui est illégale, puisque Mahmoud Abbas a dépassé son mandat, a fini son mandat depuis 2009, et c'est le président du Parlement, Aziz Dweck, qui est en prison, qui devrait être légalement, selon la loi palestinienne, le président. Donc Mahmoud Abbas sait très bien que si des élections avaient eu lieu, il serait laminé, donc il ne parle plus d'élections. Quant à Israël, Israël n'a absolument rien réglé, on ne savait pas très bien quel était l'objectif de cette attaque sanglante aujourd'hui, mais il est clair que rien n'est réglé. La situation est dans un état de déséquilibre extrême, et surtout la population de Gaza étant poussée à bout, tout peut arriver. Pendant ce temps, Israël poursuit la construction des colonies, intensifie la répression, multiplie les provocations, notamment sur l'esplanade Al-Aqsa. C'est là une situation des plus sombres pour les Palestiniens. Nous apprenons cette semaine que l'Union européenne n'envisage pas de sanctions contre Israël. Selon vous, personne ne peut l'arrêter? Je crois qu'effectivement l'Union européenne, là aussi, a un non-rôle absolument désastreux. Elle pourrait faire quelque chose. J'ai été invité il y a quelques semaines au Parlement européen pour une réunion qui prétendait apporter de l'aide humanitaire aux enfants de Gaza, comme si les enfants de Gaza devaient être séparés de leurs parents, comme si c'était des mendiants et comme s'ils avaient besoin d'aide humanitaire. Ils ont besoin d'aide politique. Et c'est vrai que l'Union européenne est un nain politique qui a été particulièrement absent au cours des massacres de cet été. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de signes extérieurs qui permettent d'envisager un assouplissement de la situation. La situation américaine aussi, actuellement, n'est pas du tout en faveur des Palestiniens. Donc c'est vrai que la situation est extrêmement sombre, mais il y a des réactions. La réaction, c'est ce qui se passe dans la tête des gens. Il y a des réactions importantes en Cisjordanie, il y a également des réactions à l'intérieur même d'Israël. En tout cas, la situation est tellement catastrophique, elle est tellement instable que l'on ne peut pas imaginer qu'elle puisse perdurer indéfiniment. Donc il va certainement se passer des choses dans cette partie du monde dans les mois et dans les années qui viennent. Monsieur Christophe Oberlin, je vous remercie. Merci Sylvia Cattori.